Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le Sherpa Sing Sing ayant refusé de les accompagner plus loin, Nicolas Leroidec, l'adjudant Marie-Rose Tifris, Zorbeck Legras et Willem Fermtag entreprennent seuls la descente de l'autre versant, descente qui doit les conduire normalement jusqu'au cœur de l'inaccessible royaume du Nez Rouge. Une providentielle avalanche est venue au secours des alpinistes inexpérimentés, et ceux-ci, sans aucun mal, se sont retrouvés en quelques minutes dans une espèce de plaine montagneuse, plusieurs milliers de mètres plus bas. Quand j'aurais dit que cette avalanche avait été déclenchée par Willem Fermtag à la recherche du monocle qu'il avait égaré, je pense que j'aurais résumé très fidèlement le précédent épisode de cette prodigieuse épopée des temps modernes. Retrouvons donc nos héros. Eh ben, mon bon petit Fils, on dira ce qu'on voudra si on veut le dire, qu'on ne le dira pas si on veut s'en abstenir, mais c'est pas pour me vanter. La plaine que voici là, et où on se trouve présentement ici, c'est une sacrée plaine montagneuse, et vallonnée qu'on le veuille ou non. Ah, pour ça, c'est bien vrai, monsieur Nicolas, que la plaine qui est là où se posent nos pieds ici, c'est une sacrée plaine vallonneuse et montagneuse. Ça, oui, pour sûr que c'est aussi vrai que c'est sûrement certain. Je vais vous dire, c'est également mon avis en tant qu'avis personnel et qu'avis aux amateurs. J'ajouterais même qu'à perte de vue, ça se voit et ça se remarque. Et ça me rappelle un très ancien proverbe bien français du 16e arrondissement de Paris. C'est ça, oui, il y avait longtemps. Ça, parce que d'après vous, et selon vous, il existe un très ancien proverbe bien français dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, Zorbeck, parce que je connais très bien la littémotoculture française. La quoi? Ah, je crois que je me suis trompé, mais simplement par faute d'erreur et des parcours de vocabulaire électronique. De quoi? Des vocabulaires élocutoires, métaphoriques et caractéristiques, je veux dire. Eh bien, oui, voilà, qui est nettement plus compréhensible. Mais ça n'explique pas ce que vous entendez par littémotoculture française. C'est la littérature française, que ça veut dire que j'entends les signifiants par là et ici. Bien, mais la mise au point étant ainsi faite, peut-on savoir ce que dit ce très ancien proverbe parisien du 16e arrondissement de Paris? Je me suis encore une fois trompé, involontairement cette fois, et contre mon gré à gré, comme on dit à l'ORTF. Ce n'est pas du 16e arrondissement qu'il s'agit, mais du 16e siècle, dont je connais bien l'histoire. Parce que vous connaissez bien l'histoire du 16e siècle, chère petite tête prussienne chercheuse et historique. Je la connais pour le moins, et en tout cas aussi bien que ceux qui ne la connaissent pas mieux que moi. Oui, c'est en effet une sérieuse référence. Monsieur Leroidec, avez-vous quelques questions à poser à mon savant ami Fermtag au sujet du 16e siècle? C'est le moment ou jamais d'en profiter, car c'est en même temps une occasion unique dont il serait regrettable que vous ne profitiez pas, n'est-ce pas? Oui, certainement, et naturliche. Je souhaiterais donc et aimerais de même apprendre de la propre bouche, si j'ose ainsi m'exprimer de monsieur Fermtag, quelles furent les principales caractéristiques concernant la vie de Georges Ier, qui fut roi de Grande-Bretagne après avoir été électeur du Hanovre. Il va répondre, monsieur Nicolas, ça tombe à pic, comme disent les montagnards qui chassent le renard à 7 queues sur le sommet du pic de la Mirandole, dans le duché de Ferrare. Je connais justement très bien les principales aventures catastrophiques de la vie de ce roi Georges Ier, qui a régné du soir avec espoir au matin avec chagrin sur la Grande-Bretagne, qui est située en Angleterre et sur les îles Britanniques. Voyez, je vous écoute d'une oreillette aussi attentive qu'accueillante, monsieur Fermtag. Mais si, attention, l'instant est aussi solennel qu'himalayesquement planifié. Et je n'ai personnellement pas connu le roi Georges Ier. Mais je sais qu'il est né la même année que lui. Que lui tout seul ou que lui ou un autre? Que lui-même, monsieur Nicolas Ier. Merci, monsieur Fermtag. Il n'y a pas de quoi, monsieur Nicolas. Si, monsieur Fermtag, il y a de quoi. Non, monsieur Nicolas, il n'y a pas de quoi. J'insiste, monsieur Fermtag, j'estime qu'il y a de quoi et même vraiment de quoi, sinon même et de surcroît, véritablement de quoi. Et moi, monsieur Nicolas, je persiste à affirmer qu'il n'y a pas plus que vraiment et plus que véritablement pas de quoi. Comme vous voudrez, monsieur Fermtag, mais vous ne m'empêcherez pas de dire, de répéter, de persister, de signer audition en ayant été faite et constat opéré qu'il y a vraiment, véritablement et inconditionnellement de quoi.
Et moi, monsieur Nicolas, vous ne m'empêcherez pas davantage, Gottmit, avec moi, de dire que si vous persistez à signer qu'il y a de quoi, je vous considérerai vraiment, mais véritablement et inconditionnellement, comme un homme sans foi qui ne mérite pas ma considération distinguée. Pas plus, mein lieber Oberst, que l'expression de mes sentiments les meilleurs. Et moi, monsieur Fermetag, si vous ne revenez pas immédiatement et sans délai sur ce que vous venez de dire, je vous fous immédiatement, directement et sans délai ma main sur la gueule. Moi, monsieur Nicolas, on ne me fout pas, comme vous le dites en mauvais français, Gott m'en soit témoin, la main sur le gueule. Mais moi, monsieur Nicolas Leroidec, quand on me menace, comme vous venez de le faire, en mauvais français que vous êtes, je provoque un duel. Vous m'entendez, monsieur Leroidec, en duel. Et en duel au sabre, comme je me suis battu tant de fois au temps de mes études. Oui, vous pouvez toujours rire vaniteusement, Sorbeck, je dis bien au temps où je poursuivais mes études. Oui, c'est qui devait courir tellement plus vite que vous n'êtes jamais parvenu à les rattraper. Où je poursuivais à la course mes études pré-primaires à l'université de Heidelberg, oui, et où je me suis tant de fois battu au sabre de sabotage. Quoi? De quoi? D'abordage, c'est la même chose, puisqu'un proverbe bavarois dit que abordage et sabotage sont les deux mamelles du duel industriel et agricole du pangermanisme itinérant et universel. Respirez. En marche dans le monde où l'on se bat au sabre de carnage. Le sabre de carnage, qu'est-ce que vous pensez? là, il cause bien tout de même, monsieur Fermetag. Vous trouvez pas, monsieur Nicolas? Oh, si, mon bon petit très bien même. Et s'il consent à me faire des excuses, je m'abstiendrai de lui présenter les miennes. Mais reconnaîtrai volontiers qu'il y avait vraiment et véritablement pas de quoi. Alors, Fermetag, qu'est-ce que vous décidez avant que la Terre ne s'arrête de tourner, s'il vous plaît? Je constate que monsieur Leroidec est vraiment un chevalier sans beurre et sans tourne-broche. Dans ces conditions, je ne lui fais pas mes excuses, mais je lui exprime mes regrets, comme disent les citrons qu'on exprime. Très bien, c'est parfait. Bon, l'incident est clos, comme disaient avant la fermeture les patrons des maisons hermétiques. Bon, à présent, Fermetag, dites à monsieur Leroidec ce que vous savez sur la vie du roi Georges Ier. C'est ça? Le roi Georges Ier est né à Onasbrück, en Allemagne, et en 1660. Il est mort en 1727 et en mauvais état. Il était le fils d'Ernest Auguste, qui fut le premier électeur du Hanovre, dont il fut le second, bien qu'étant le premier du nom, et aussi, par la même occasion, de la princesse Sophie, qui était la petite-fille de Jacques Ier, roi d'Angleterre, de Grande-Bretagne et des îles Britanniques. Il fut malheureux en famille, et en général en costume d'époque de même, et divorça de Sophie de Zell, Zorbeck, réveillez-vous, parce qu'elle était sa femme et que c'était une garce plusieurs fois compromise dans des actes adultérins à vendre, mais pas à louer. Il s'appuya d'une part sur le parti Whig et sur sa canne de l'autre, et il resta neutre envers tous ceux qui le regardaient de travers de trois quarts et en diagonale. Voilà, c'est tout ce que je sais sur le roi Georges Ier, qui s'appela comme ça parce que c'était comme ça qu'on l'appelait chaque fois qu'on avait besoin de lui. Eh ben... c'est fini. c'est fini. Bravo. Quel calme, on respire. Oui, ça fait Eh bien, mon cher monsieur Fermetag, qu'est-ce qu'il a dû lire comme livre? Je vous remercie infiniment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Il y a en même temps véritablement de quoi, mon cher monsieur Nicolas Leroidec. Oui, bravo. Alors maintenant, dites-nous ce que dit le proverbe bien français annoncé tout à l'heure à l'extérieur de celui où nous nous trouvons présentement. Ah oui, c'est vrai. Si ça vous ennuie pas. Voilà. Ce proverbe dit que Écoutez, Tifris. Oui, c'est quand on y regarde de près qu'on entend venir de loin. Complément, Fermetag. C'est en effet un proverbe bien français dont Anatole de la Forge des Aciéries de Longwy est l'auteur et que nous allons mettre à l'épreuve pour voir un peu où nous nous trouvons actuellement en ce qui concerne la plaine montagneuse sur laquelle présentement nous sommes. Chef-lieu Amiens. Il recommence. Et pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, au QG du SDUC, le colonel Hubert de Gerlas interrogeait sa fidèle secrétaire. Mademoiselle Troscott, une question, une seule. Où en sommes-nous? Ne me regardez pas comme ça, je parle pourtant clairement. Il est normal que je veuille savoir où nous en sommes. Chef-lieu Amiens. Je vous en prie, mademoiselle Troscott, quand on sait si se prépare pour le 29 décembre, ce n'est ni l'heure ni le lieu de se livrer à de telles plaisanteries. Je croyais vous faire plaisir, mon colonel. Néanmoins, si c'est à l'opération Psychose toujours que vous faites allusion, je puis vous répondre, grâce au dernier message reçu des frères Fauderche, qu'actuellement Nicolas Leroidec et l'adjudant Marie Rostifris doivent se trouver au sommet de l'Himalaya, sinon déjà de l'autre côté. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. J'ai reçu ce matin dans mon courrier une intéressante étude du professeur Schmoll-Legros sur les ravages intellectuels causés par l'air des cimes. Qu'est-ce qu'il fait, mon colonel, l'air des cimes? Eh bien, il décime les plus belles intelligences.
Les propos tenus par nos 4 héros sont-ils de nature à corroborer la thèse audacieuse, bien que terre-à-terre, du professeur Schmoll-Legros? Pourquoi Nicolas Leroy-Dec s'intéressait-il subitement à la vie privée du roi Georges Ier d'Angleterre? Que devient le professeur Slalom Jérémy Ménarlache? Vous avez peut-être une petite chance de l'apprendre au cours des derniers épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'embrouille des frères Fauderche, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.